Quand on parle d'IA, intelligence artificielle, on parle d'un système capable d'imiter l'intelligence humaine en utilisant des modèles entraînés sur de très grandes quantités de données pour automatiser des tâches complexes. Par exemple, l'IA est capable de rendre la machine apte à reconnaître votre visage, à comprendre vos écrits ou encore à converser avec vous. Dans la salle, on est en majorité à utiliser l'IA au quotidien et ça montre bien que l'IA est de plus en plus présente dans nos quotidiens, qu'elle soit personnelle ou bien professionnelle. Et donc s'intéresser à l'IA aujourd'hui est de rigueur parce que c'est un pilier qui va bouleverser et remodeler le monde du travail de demain. Aujourd'hui, l'IA, vous l'avez peut-être remarqué, transforme nos façons de travailler, de réfléchir, de recruter et de prendre des décisions. Une étude, par exemple, de la DGE, Direction générale des entreprises, a montré qu'en 2024, les entreprises françaises étaient 2 fois plus nombreuses qu'en 2023 à utiliser des outils d'IA, que ce soit pour la génération de textes, de voix ou d'images. Et donc l'IA, incontestablement, séduit les entreprises. Mais elle soulève aussi, il faut le dire, des défis majeurs. D'où vient cette donnée sur laquelle l'IA s'entraîne? Comment est-ce qu'on la collecte et comment est-ce qu'on assure sa qualité? On parlera ici de la gestion de la donnée. Comment on assure que l'IA apprenne correctement, éthiquement? On parlera ici de biais algorithmiques ou encore quel est l'impact écologique de l'utilisation d'une telle technologie énergivore. Donc l'objectif de notre échange aujourd'hui, c'est de pouvoir s'interroger ensemble sur la pertinence de l'IA comme outil au service d'un monde du travail plus juste et inclusif. Et donc pour répondre en 1 heure à cette question-là, j'ai le plaisir de vous présenter nos 4 intervenants. Donc, Kia Kebali, qui est membre du collectif Different Leaders et étudiante en IA en Écosse à l'université de Heriot-Watt. On a Alexia Dugénie, qui est directrice digitale chez Article 1. Rebecca Renverso, entrepreneuse et cofondatrice de Tomorrow Theory, qui est un cabinet de conseil spécialisé en futur du travail et intelligence artificielle. Et enfin, Pierre Berlioz, qui est professeur de droit privé à l'université Paris-Cité et ancien conseiller du ministère de la Justice. Donc, on va tout d'abord commencer à parler de l'usage de l'IA pour l'inclusion. Quand on parle de l'IA au service de l'inclusion en entreprise, on parle d'une solution qui permet de favoriser la diversité, d'offrir des opportunités équitables à tous leurs collaborateurs. Alors Alexia, l'intégration de l'IA aujourd'hui dans les outils numériques de Article 1 est au cœur des discussions dans l'association. Est-ce que tu peux nous dire comment concrètement vous concevez l'IA aujourd'hui comme levier d'inclusion pour plus d'égalité des chances? Est-ce que c'est allumé? Là, c'est allumé? Oui. On a beaucoup de projets. Il faut savoir que l'intelligence artificielle, c'est un sujet assez nouveau pour Article 1. Mais forcément, on se pose cette question parce que, comme vous vous en doutez, on accompagne des milliers de jeunes issus de milieux populaires. Et pour pouvoir accompagner ces milliers de jeunes et être durable, c'est-à-dire d'avoir des tailles d'associations qui n'explosent pas, il y a forcément l'opportunité de l'utilisation de l'intelligence artificielle. D'autant plus, et là je vais faire peut-être un petit focus sur notre programme du mentorat, donc où on met en relation des jeunes issus de milieux populaires avec des mentors professionnels pour les accompagner dans la réussite des études et l'insertion pro. Dans ce cadre-là, comme je le disais, on accompagne beaucoup de jeunes et chaque jeune a une situation qui lui est particulière, a un contexte particulier. Donc comment on fait pour s'assurer que derrière, on va lui mettre en face le bon mentor et comment on fait pour le connaître le mieux possible, ou la connaître le mieux possible afin de lui donner l'accompagnement qu'il mérite finalement. Donc c'est sur ce sujet-là qu'on est en train de travailler aujourd'hui. On va, je pense, dans les prochains mois, prendre le virage du conversationnel qui va nous poser énormément de questions, la partie conversationnelle, parce qu'il faut pouvoir maîtriser ce que dit un chatbot derrière, mais qui pourrait être une véritable clé pour nous permettre
de mieux connaître les jeunes et de mieux les accompagner. Et le deuxième sujet, qui est plutôt lié à l'insertion professionnelle, c'est comment on accompagne. On a beaucoup parlé, notamment avec la table ronde sur la Gen Z, des codes, des jeunes, du manque de code, du manque de réseau, du manque de connaissances du milieu professionnel. Et là, pour nous, l'intelligence artificielle est aussi un moyen de commencer à leur donner quelques codes via par exemple un chatbot conversationnel qui pourrait donner des conseils en fonction de la situation du jeune et de pouvoir démocratiser vraiment ce savoir. Mais toujours en se disant que derrière, il y aura 2 moments où l'humain interviendra dans la conception, parce que derrière, l'idée, ce n'est pas d'aller, je dirais, pour caricaturer, sourcer ce que va sortir ChatGPT et juste le mettre à un autre endroit, mais plus nous, comment on va injecter cette connaissance, cette expertise de nos métiers dans notre produit pour qu'il soit vraiment designé avec notre connaissance des problématiques de ces publics-là. Et bien entendu raccrocher ces applications à un accompagnement derrière, qui peut être du mentorat, qui peut être du coaching, mais que le jeune ne se sente jamais seul et juste abandonné devant la machine. Donc utiliser ça pour toucher un plus grand nombre de jeunes, commencer un début d'accompagnement en mettant notre expertise et notre connaissance à disposition des jeunes pour pouvoir potentiellement les accompagner un peu plus loin derrière. Je suis désolée, ça se trouve, je suis très longue. C'est tout bon. Merci beaucoup. Toujours dans ce même topic-là de l'usage de l'IA pour l'inclusion, j'aimerais poser une question à Rebecca sur les pratiques managériales. Qui dit inclusion dit pratiques managériales en entreprise qui soient adéquates. Et j'aimerais savoir s'il y avait des pratiques managériales qui favorisaient l'inclusion en entreprise et qui intégraient l'IA pour accompagner ces pratiques-là. Quelles sont-elles et comment on les met en place ? Merci beaucoup. Pratique managériale pour l'inclusion, j'ai envie de dire que l'inclusion n'est pas liée à une technologie. En fait, ça devrait être embarqué par défaut dans la culture d'entreprise. Et effectivement, il y a des pratiques managériales qui permettent de favoriser l'inclusion de base et donc, du coup, d'amener sur le sujet de l'IA plus facilement ou en tout cas plus écouté. Pour permettre de discuter, ou en tout cas l'inclusion, déjà, il faut ouvrir la conversation. Il faut discuter, et pour discuter, il faut revoir nos cadres. Et nos cadres, en fait, on va parler ici de cadre systémique, de qu'est-ce que c'est qu'un cadre de sécurité pour permettre à chacun de venir parler de ses peurs, de ses attentes, de ses questions de façon ouverte, sans craindre d'un retour, de dire, moi, par exemple, j'ai peur d'utiliser l'IA, mais sans craindre que le manager, en fait, finalement, nous pénalise par rapport à ça. Donc, le cadre de sécurité pour ouvrir un espace d'échange. Ensuite, le cadre de sens, pour dire en fait si ça fait sens pour l'entreprise d'aller vers de l'IA, parce que je rappelle que ce n'est pas une obligation. Si ça fait sens pour l'entreprise d'aller vers de l'IA, qu'est-ce que ça veut dire pour l'entreprise et qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Comment je m'insère en fait dans cette démarche ? Et à partir de là, en fait, inclure vraiment tout le monde à cette discussion. C'est pas une discussion uniquement RH, DSI, managériale, c'est une discussion entre tout le monde, tous ceux qui vont l'utiliser. On a tendance, ne serait-ce que par direction, oublier les CSE. Je vous rappelle que ça a fait grand bruit il y a quelques semaines. Tout le monde devrait avoir sa place en fait pour cette discussion et accepter qu'on n'ait pas le même avis, qu'on n'ait pas le même regard. Et c'est ce qui fait la richesse, parce qu'on n'a pas la même utilisation, on n'a pas la même expérience, on n'aura pas la même utilisation. On a beau tous apprendre à prompter, et c'est ce qu'on voit nous en entreprise, on promptera tous d'une façon différente. On a des bonnes pratiques, mais finalement, en fait, on est réfléchi de façon différente, on est des individus différents, et c'est ce qui fait la richesse de notre pratique. Donc vraiment, ouvrir la conversation de façon très inclusive et très diversifiée. Merci beaucoup. Donc là, on vient d'évoquer les usages de l'IA pour l'inclusion, mais il faudrait aussi s'intéresser à jusqu'où est-ce qu'on peut utiliser l'IA au service de l'inclusion en entreprise. Et donc, on va parler un peu des limites. On le sait, par exemple, la qualité de la matière data qu'on ingère à une intelligence artificielle est un facteur qui est crucial pour assurer la qualité du résultat généré. Est-ce que tu as une expérience dont tu as entendu parler ou bien qui t'est familière, qui a pu nuire à la diversité et à l'inclusion au travail ou à l'université? Et est-ce que tu as un petit témoignage à nous faire part? Oui, j'ai plein d'exemples. Je vais prendre un exemple à la fac, parce que du coup, ça va permettre aussi de comprendre comment ça fonctionne.
Donc, comme j'expliquais, moi je suis en master en intelligence artificielle, donc il y a différents modules. Et il y a une matière où, je vais essayer de faire simple sans rabâcher mon cours, c'est un peu faire des algorithmes pour retrouver des mots, pour faire de la traduction de mots ou chercher des équivalents. Donc quand vous faites traducteur automatique ou complétion automatique, c'est un peu ça. Et donc on avait un exercice et il fallait faire un algorithme et trouver l'équivalent en fonction d'un calcul. Donc par exemple, on va dire l'équivalent d'un raisin, c'est du vin. Enfin bref, cherchez pas à comprendre. Et il y a un exercice, c'est chercher l'équivalent féminin de roi. Donc ça donne reine. Et après, juste après, avec ce résultat, on demande à l'algorithme, cherche-moi l'équivalent féminin d'informaticien. On a eu femme au foyer. Voilà. Pareil, donne-moi l'équivalent féminin de patron, parce que du coup c'est en anglais, donc donne-moi l'équivalent féminin de CEO, et c'était secrétaire. Et en fait, pour moi, c'était un peu un exemple que, en fait, dès la conception même des algorithmes et des bases de données, parce qu'en fait, du coup, on utilise des bases de données pour l'IA, mais dès cette conception-là, en fait, c'est déjà biaisé. Donc, si ça, c'est pas réglé, en fait, l'IA, elle va continuer en fait sur les mêmes biais que notre société elle a. Du coup, voilà. Très intéressant comme exemple. Donc, on l'a vu, les biais dans les données et les algorithmes sont présents. Et il serait un peu utopique de se dire qu'ils seront totalement éradiqués. Donc, il va falloir faire avec. Pierre, est-ce qu'il est possible d'apprendre à gérer juridiquement les biais dans les algorithmes ? En fait, je dirais qu'on ne les gère pas juridiquement, les biais dans les algorithmes. En tout cas, si on est sur l'exemple-là, parce que là, c'est vraiment ce qu'on entre pour éviter qu'il y ait n'importe quoi à la sortie. Garbage in, garbage out, c'est la base. Donc, le traitement, le droit va intervenir en amont et en aval. En amont d'abord, pour s'assurer qu'on rentre dans la machine des choses qui sont le moins biaisées possible. Donc là, on va, et le règlement européen sur l'IA prévoit ce genre de disposition, alors de façon plus intense quand on est sur un traitement, sur un outil qui a un impact sur nos vies, sur nos droits et libertés fondamentales, mais on doit s'assurer, quand on est producteur et ensuite ça se décline pour les fournisseurs et les déployeurs, on doit s'assurer que nos algorithmes fonctionnent sur des données qui sont dont on a vérifié et dont on doit s'assurer qu'elles ne sont pas biaisées. Donc il y a une obligation de faire en sorte que des biais ne soient pas introduits dans la machine. Et pour ça, on peut aller jusqu'à autoriser un certain nombre de traitements de données, notamment de données personnelles, que sous l'empire du RGPD, on n'autoriserait pas forcément, mais qui vont permettre justement de corriger les biais. Parce que si dans le RGPD, il y a un certain nombre de règles pour éviter de faire des traitements sur des problématiques ethniques, sur des problématiques liées au sexe, au genre, etc. Là, la difficulté, c'est qu'il faut faire l'inverse en réalité. Il faut faire un certain nombre de choses que normalement on ne devrait pas faire parce qu'elles créent des discriminations. Mais là, c'est des discriminations dans le bon sens puisque c'est pour redresser la barre. Donc, c'est très sensible comme sujet, mais on accepte le cas échéant de faire un certain nombre de ces traitements pour précisément pouvoir redresser les choses et d'une certaine façon introduire des biais qui contrent les biais. Comme un bruit, quand on a nos écouteurs, un bruit qui neutralise un bruit qu'on n'aime pas, là c'est pareil, on va faire quelque chose que normalement on n'aime pas faire, mais qu'on va pouvoir faire pour neutraliser. Donc il y a tout un sujet en amont de l'utilisation de l'IA sur les données qu'on va ensuite mettre dans la machine pour faire en sorte qu'elle ne soit pas biaisée. Et puis, en aval, il y a aussi un certain nombre de corrections à opérer. Là, je vais dire qu'on va sur des outils classiques qu'on connaît, puisque ce n'est pas parce qu'on utilise l'IA qu'on est dédouané de toute responsabilité. Si j'utilise une IA, qu'elle a des biais, qu'elle a un certain nombre de choses, et que ça me conduit à faire une discrimination interdite, par exemple, j'en suis responsable.
C'est pas parce que j'ai utilisé une IA que je vais dire ah non, c'est pas moi, désolé, c'est la machine. Non, ça fonctionne pas comme ça. On est responsable et donc il y a tout l'arsenal derrière qui permet de lutter contre les discriminations, qui va être embarqué, qui va pouvoir être mobilisé pour réagir face à ce qui constituerait simplement une faute au sens du droit tel qu'il existe aujourd'hui et qu'il est prévu pour lutter contre un certain nombre de comportements qui sont inadmissibles. Merci beaucoup. Donc une des raisons qui limite en fait l'IA, c'est qu'elle reproduit un peu les biais. Et Rebecca, est-ce que tu peux préciser concrètement en quoi est-ce qu'on pourrait se méfier de l'IA et en quoi l'usage de l'IA dans notre travail peut nuire quelque part à l'inclusion? Oui, c'est plein de choses intéressantes, c'est marrant parce que effectivement, les biais, on voit, le premier qui vient à l'esprit, c'est se dire c'est la donnée sur laquelle l'IA est entraînée. Et c'est vrai, l'IA, on prend aujourd'hui ChatGPT, 26 000 ans de texte, on ne sait pas ce qui a été choisi, on considère que c'est la totalité d'Internet. Et donc, en fait, on se dit c'est biaisé et on ne sait même pas comment. Il y a d'autres biais qui viennent jouer sur ça. Il y a le biais de le choix de la donnée en elle-même, la façon dont j'ai paramétré l'outil avec le million de paramètres derrière. Quand on dit la donnée, c'est le cas qu'on connaît très bien d'Amazon, qui a recruté que par rapport à ces données et ces historiques de décision, que des hommes blancs d'une quarantaine d'années, type occidentaux. D'accord ? Mais après ce biais-là, il y en a d'autres qui sont un peu plus compliqués à voir. On voit aussi la chercheuse Joy, je ne veux pas écorcher son nom, mais c'est Boulawini, je crois, qui a mis en exergue certaines choses, l'IA sur de la reconnaissance faciale, qui n'a pas été entraînée avec suffisamment de données de genre féminin ou de personnes de minorité de genre, et donc du coup qui les reconnaît assez mal. Dans le recrutement, ça va donner l'entretien vocal où on ne reconnaît pas correctement le genre de la personne sur la voix, son accent. On parlait tout à l'heure de son origine et donc du coup, comment je traite finalement si je ne comprends pas la personne qui a un accent ou qui a un déficit de langage. Et donc, il y a tous ces biais invisibles qui vont être finalement encore plus appuyés. Après, il va y avoir les biais, ce qu'on va appeler le coded gaze. Coded gaze, c'est, rendez-vous compte, les IA popularisées aujourd'hui qu'on utilise, génératrices de texte, on va rester ne serait-ce que sur cet exemple, ont été développées majoritairement par du genre masculin. Et donc, mis à part les biais de données, de choix de données, mais il y a aussi les biais intrinsèques à l'être humain et sa vision du monde. Donc, on utilise des outils qui ont été construits by design par des gens qui ont une certaine vision du monde qui n'est peut-être pas la nôtre. Et donc, du coup, en fait, on ne sait même pas à quel point la machine est biaisée. Donc pour débiaiser, c'est très compliqué. Et du coup, ça va compliquer pas mal de choses en entreprise quand on va venir l'utiliser. On prend le cas le plus souhaité avec l'IA en ce moment, c'est le recrutement. On voit plein de choses qui passent. Moi, j'ai vu, en novembre dernier, j'ai participé à un festival où ils faisaient l'apologie d'une application. Ça va vous faire rire. Une application qui permettait, à travers la vidéo, d'analyser les émotions de la personne en face. Ils en faisaient l'apologie en novembre, c'est interdit, c'est niveau 4 de l'EA, c'est interdit depuis le 2 février. Juste ce genre de choses. Et après, en fait, on va dire, oui, mais en fait, j'aimerais utiliser l'IA pour traiter des CV. Très bien. Et on fait quoi, en fait ? On met quels paramètres dedans ? On met quelles décisions dedans ? Finalement, est-ce que les CV sont eux-mêmes biaisés par ceux qui l'ont écrit ? Est-ce que ma vision sur le recrutement n'est pas biaisée ? Et donc, en fait, ça va générer énormément de questions. Donc, avant de mettre une IA dans une entreprise pour faire quoi que ce soit, il y a d'abord une question fondamentale, c'est pourquoi ? Qu'est-ce qu'on cherche ? Comment on y va ? Et encore une fois, le plus de personnes diverses il y a dans la boucle pour se poser la question et voir quel est le cas d'usage qu'on veut mettre en place, le, entre guillemets, presque moins biaisé sera la solution à sortir, indépendamment des capacités de débiaisage de l'outil. Merci beaucoup. Oui. C'est un cas très intéressant qui est celui de l'IA au service du recrutement. Et j'aimerais qu'on fasse un focus sur ce cas pratique-là parce qu'il est crucial aujourd'hui. Par exemple, l'année dernière, de Adecco Group a mené une étude auprès de 2000 entreprises dans 9 pays différents, développés, dont la France, et a révélé en fait que plus de 80% des entreprises envisagent d'utiliser l'IA pour recruter leurs nouveaux talents. Donc l'IA aujourd'hui pour le recrutement est d'ores et déjà présente. Et j'aimerais qu'on puisse en discuter plus amplement ensemble.
Et j'ai une première question pour toi, Rebecca. C'est de savoir, à ton avis, si une IA serait plus pertinente qu'une intelligence émotionnelle pour recruter, sachant que les deux, en fait, sont biaisés. On a nos biais cognitifs en tant qu'humain, et puis l'IA a ses biais, comme on l'a abordé. Est-ce qu'une IA serait plus pertinente en termes d'intelligence émotionnelle ? L'IA n'a pas d'émotion. Soyons clairs sur ce débat. L'IA est froide, n'a aucune émotion, n'a pas... Alors je ne vais pas dire n'a pas d'âme, parce qu'il y a des recherches qui ont développé que peut-être l'IA est en train de développer une conscience qui serait différente de la nôtre, donc on ne va pas rentrer sur ce terrain. Mais l'IA n'a pas d'émotion. Par contre, l'IA simule extrêmement bien l'empathie. Et d'ailleurs, on voit que l'IA est utilisée beaucoup dans les milieux médicaux, dans le coaching, justement pour ça. Et maintenant, dans des milieux scolaires, parce que les étudiants préfèrent discuter avec une IA par ce côté empathique. Donc, il faut attribuer à l'IA ce qu'elle est. C'est une technologie qui vise à pouvoir simuler la façon d'apprendre, de réfléchir et d'interagir d'un être humain. Et donc, est-ce qu'une IA pourrait remplacer ? Oui. Est-ce que ça serait une bonne chose ? Pas forcément. Ce que je vois, moi, en fait, à notre niveau, la meilleure solution serait d'avoir éventuellement un humain augmenté. Un RH augmenté qui peut mettre et qui décide de mettre dans la machine ce que la machine est capable de faire très bien, avec les paramétrages qu'on aura décidés en amont, par exemple ce street CV, mais aussi me sortir ceux qui sont improbables, ceux qui sont atypiques, ceux que je n'aurais pas recrutés, pour justement en fait travailler mon vivier plutôt que de jeter des CV qui ne correspondent pas théoriquement à ce que je cherche, et me challenger effectivement sur ce que je cherche, et recentrer là où l'humain a sa propre valeur sur le rapport humain, sur les signaux faibles, en fait, quand je suis avec quelqu'un, le courant qui passe, l'interaction, la discussion, l'émotion, tout ce qui fait de nous, en fait, des êtres humains. Donc pour moi, en fait, l'idéal serait ni l'un ni l'autre. Vraiment un mélange des deux. Très bien, c'est très clair. On a parlé un peu de reconnaissance faciale comme technique de l'IA pour le recrutement. Il y en a d'autres comme la détection de la langue ou encore la compréhension du langage. Alexia, est-ce que tu penses que ces techniques-là d'IA sont pertinentes pour utiliser l'IA en tant que recruteur ? Alors, je vais vous faire une réponse en tant que recruteuse, du coup. Plutôt, je rejoins complètement Rebecca sur le côté humain augmenté. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse garder le contrôle et puis il faut aussi que nous, on soit dans notre rôle de recruteur, de manager et qu'on puisse voir passer ces CV, de regarder potentiellement des pépites qu'on n'aurait pas vues parce qu'il se trouve qu'on avait plus le temps à ce moment-là ou je sais pas quoi, laisser un peu ce truc assez aléatoire. Donc je rejoins complètement Rebecca là-dessus. Après, comme on l'a dit auparavant, le problème c'est le côté biais et le fait que les données soient biaisées de base, quoi, le jeu est pipé, en fait, un petit peu d'entrée, et c'est comment on arrive à justement résorber un petit peu tout ça. La reconnaissance faciale, je trouve ça... En fait, ces technologies-là, je les trouve assez risquées, pour le coup, pour tous les points qu'on a évoqués. Donc, il faut toujours se poser la question de, en fait, est-ce que ça en vaut la peine ? Et après, je sais qu'on parlera du côté garde-fou, mais pour moi, à chaque projet, il faut toujours se poser la question de quels sont les risques, pourquoi on le fait, et d'aller vraiment chercher les risques cachés. Parce qu'en fait, il y a des choses qui sont évidentes, il y en a qui le sont peut-être moins, et notamment quand on parle d'algorithmes qui apprennent tout seuls. Ça crée une espèce de boîte noire qu'on ne maîtrise plus. Et donc, du coup, sur certaines thématiques, je pense que c'est peut-être un petit peu trop risqué. Totalement. Pierre, est-ce que, si on prend l'exemple d'une discrimination à l'embauche, une embauche faite par l'IA, est-ce qu'il est aujourd'hui possible, y a-t-il des règles, une réglementation existante pour pouvoir porter plainte face à une telle discrimination ? D'abord, je préciserai une chose, il ne peut pas y avoir de recrutement par une IA. Premier point, c'est en tout cas pas un pur recrutement par une IA, mais ça c'est un principe qui n'est pas nouveau, il était déjà j'évoquais le RGPD sur le traitement des données personnelles, il y a un principe, c'est celui de la décision humaine. La décision doit toujours, à un moment ou à un autre, de faire intervenir un humain, quand ça a un impact, encore une fois, sur des droits et des libertés. En l'occurrence, il s'agit d'un emploi. Ça vaut aussi dans la gestion des carrières. La décision de licencier, ça ne peut pas être une IA qui la prend. Ça doit être forcément
un DRH, une DRH ou peu importe la personne qui est en charge de ça. Donc, par définition, il doit y avoir une décision humaine, ou en tout cas la possibilité d'une décision humaine. Alors, assister, aider, mais il doit nécessairement y avoir une décision humaine. Ce qui veut dire que, aussi par définition, on a forcément une forme de recours. On peut, si la décision est prise par une IA, il y aura forcément la possibilité, en tout cas, de solliciter un humain pour qu'il réfléchisse à la décision qui a été prise et qu'il puisse revenir dessus. C'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps, depuis assez longtemps en matière bancaire, que vous avez peut-être les uns et les autres déjà vécu, ce qu'on appelle le scoring bancaire. Quand vous allez voir votre banque, vous avez le conseiller en face. Le conseiller, il est derrière, il a une machine, il rentre les données et tout est analysé par la machine. Et il va avoir une réponse qui va dire oui ou non. Ça, c'est un schéma très très classique qui intègre un certain nombre de données perso. Et donc, vous avez le droit de dire mais est-ce qu'on ne pourrait pas quand même rediscuter de ça? Parce que là, vous avez oublié ça, etc. Ce qui est la possibilité d'une forme de recours, mais pas juridique. Donc ça, c'est absolument fondamental. Et pourquoi c'est fondamental? Pour éviter justement soit de reproduire des biais, soit d'être dans un schéma. Vous avez commencé par la paresse. L'IA, c'est fondamentalement un outil de paresse de base, parce que ça reproduit des schémas préétablis. Ça crée pas, on a cette discussion-là en droit d'auteur, mais ça crée pas. Ça reproduit des schémas qu'on lui rentre. Ça ne fait que reproduire. Donc ça permet aussi la décision humaine de sortir de la boîte, de permettre d'aller voir quelque chose qu'on n'aurait pas forcément vu. D'où cette nécessité de recours. Après, sur l'aspect plus pathologique, c'est-à-dire de ce qui est constitutif d'une infraction, si c'est par exemple une discrimination, oui, bien sûr, il y a toujours un moyen de porter plainte. Mais ça, c'est autre chose. C'est vraiment pathologique. Mais de base, sans aller jusqu'à la constitution d'une infraction, vous devez toujours avoir, le système doit toujours assurer une intervention humaine, à la fois pour que vous ayez une forme de recours et pour qu'il y ait un contrôle humain pour introduire cette dimension humaine et cette capacité à sortir d'un schéma préétabli parce que ça le mérite, parce que c'est justifié. Donc ça, c'est fondamental. Et le droit est là pour assurer ça. Merci beaucoup. Donc on l'a vu, l'IA est présente dans le milieu du recrutement et il va falloir qu'elle accompagne au mieux l'humain pour recruter. Et j'aimerais finir ce cas pratique de l'IA et le recrutement avec Kia pour avoir un peu ton avis, ton témoignage sur comment toi, en tant que jeune étudiante qui va s'immiscer dans le monde professionnel, tu te sentirais demain si une IA venait à prendre part à la décision de ton employabilité au sein d'une entreprise? Je pense un peu biaisé entre guillemets. Parce que comme j'ai dit, moi je suis dans le domaine, donc je sais à peu près qu'est-ce que c'est. Je sais qu'on va dire, pour vous faire vulgariser, c'est des algorithmes. Et c'est vrai que moi, j'ai pas spécialement envie que mon choix professionnel soit basé sur un algorithme, parce que, en fait, comme vous preniez l'exemple pour les prêts bancaires, c'est aussi un sujet qu'on avait étudié. Et en fait, comme je dis, c'est des algorithmes, et il y a des choses qui ne prennent pas en compte. Ils prennent pas en compte peut-être comment on a grandi, où est-ce qu'on a grandi, notre capacité à nous adapter. Parce que, par exemple, je sais pas, si moi je viens d'un milieu populaire et que pour mes études, j'ai dû aller dans un autre pays, ça veut dire que je sais m'adapter. Mais est-ce que l'IA, elle est capable de savoir ça? Donc, moi, je suis dans le milieu. Donc, je ne peux pas dire oui, non, l'utilisez pas, oui, c'est mauvais et tout. Mais en tout cas, il y a certains moments, personnellement, où moi, j'ai pas spécialement envie qu'on l'utilise. En tout cas, dans mon cas personnel, je sais que si je venais à être recrutée, j'aimerais éviter justement qu'il y ait une IA qui soit utilisée, parce qu'en fait, moi, je pars du principe que ça veut dire que est-ce qu'on va vraiment savoir qui je suis? Est-ce qu'on va vraiment être capable de voir ce dont je suis capable et que c'est pas juste un algorithme, en fait? Donc tu préférais tout de même faire plus confiance à un humain recruteur qui, lui, aussi, a ses biais cognitifs plutôt que de faire full confiance à une IA? En fait, je pense qu'il y a un juste milieu. C'est-à-dire que... Voilà, j'avoue, peut-être un humain. Parce que je peux me défendre devant un humain. Je peux expliquer, oui, non, mais en fait, je peux le convaincre, je peux me vendre. Alors qu'une IA, en fait, on va dire que j'ai pas mon mot à dire. Elle est en train de
de faire l'algorithme, elle est en train de faire le processus elle-même, en fait. Donc, j'avoue que pour un recrutement, je ne pensais pas le dire, mais je préfère un humain. Et on va, si je peux me permettre, juste, là, c'est typiquement le cas Parcoursup. Quand on a commencé à mettre en place Parcoursup, en effet, il y a le côté un peu perte de maîtrise de son propre destin qui, à mon avis, pour un jeune, peut être assez flippant, en fait. Moi, pour le coup, pour l'anecdote, pour Parcoursup, ça a été un cauchemar. J'ai fait 10 vœux, j'ai eu qu'un seul vœu de prix. Et en plus, j'y suis pas allée parce que c'était vraiment pas l'endroit où je voulais aller. Mais là encore, c'est un exemple, en fait, où c'est un algorithme. Il prend certaines choses en compte qui sont intéressantes, ok, mais il y a d'autres choses. Et c'est pareil parce qu'on ne sait pas exactement comment il est fait cet algorithme. On ne sait pas qui le fait. Et donc, on ne sait pas qu'est-ce qui va être pris en compte. Donc, oui, effectivement. Merci beaucoup. Donc on l'a vu, l'IA présente des billets. On ne sait pas de qui elle apprend et à partir de quoi elle apprend. Mais elle est là, avec ses atouts et ses limites, au service de l'inclusion. Et parlons donc, pour finir cette table ronde, des bonnes pratiques pour garantir l'inclusion au service de tout le monde, notamment dans le monde de l'entreprise. Donc je vais vous poser une question à tout le monde en plénière et j'aimerais savoir si l'IA crée des biais et des inégalités, comment est-ce qu'on peut former et informer les collaborateurs de ces biais-là discriminatoires engendrés par l'IA? Est-ce que vous avez des bonnes pratiques à partager à l'audience? Pardon, on ne sait pas qui démarre, trop poli. Je pense qu'on l'a un petit peu mentionné, mais la diversité, c'est important. Et en réalité, que ce soit pour faire de l'intelligence artificielle ou pour concevoir des produits, des services en règle générale, c'est quelque chose qui est important. Donc s'assurer en tout cas dans son panel de conception, on ait une bonne représentativité, oui, c'est ça le terme. Je pense que ça permet de mettre des garde-fous. Donc ça c'est pour le premier. Et la deuxième, il y a un vrai travail de, comment dirais-je, par exemple, sur du choix de critères, on parlait de critères tout à l'heure au recrutement, pour chaque critère, se poser la question de est-ce que ça pourrait créer une discrimination. Donc là, je n'ai pas de kit, mais je me dis que c'est une agilité en fait un peu intellectuelle de toujours aller plus loin et de regarder potentiellement, est-ce que si mon algorithme finalement il prend en compte le code postal, ça ne va pas créer potentiellement un biais de représentativité quelque part aussi, une discrimination géographique, ce genre de choses. Donc voilà, poser toutes ces questions-là. Donc garder l'esprit critique face à ce que l'IA, le résultat généré par l'IA, totalement. Est-ce que vous avez des tips, des bonnes pratiques à comment est-ce qu'on peut responsabiliser les collaborateurs face à l'utilisation de l'IA? Comment est-ce que qu'est-ce qu'il faut prendre en compte lorsque moi, en tant que collaborateur, j'ingère dans mes données dans l'IA, jusqu'où en fait je peux l'alimenter de mes données pour ne pas générer les biais qu'on connaît. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Je ne sais pas si tu pourras faire ça. Globalement, jusqu'où je peux pour ne pas générer de biais, je suis pas. En fait, l'idée c'est pas de ne pas générer de biais, ils vont être générés. Et effectivement, moi je dirais développer ce qu'on va appeler la culture du doute, ou alors la culture de l'esprit critique, ce qu'on n'apprend pas à l'école. L'IA, elle est là et elle n'est pas vivante, elle n'est pas autonome, elle répond à ce qu'on lui demande. Et en fait, elle répond même pas, elle prédit la suite logique de ce que j'écris. Pour mettre tout le monde sur la table, on est pas d'accord, l'IA n'est pas une entité qui répond, on ne chatte avec personne derrière, c'est une question de statistique. Et responsabiliser, en fait, avant d'arriver sur le côté je porte plainte pour un recrutement mal fait, il faut comprendre une chose, tout ce que sort l'IA, c'est de l'information. C'est de la prédiction. Ça veut dire que vous décidez de l'utiliser, ça fonctionne, c'est correct, vous avez les lauriers, c'est très bien. Vous décidez de l'utiliser, vous vous plantez, vous avez fait confiance à la machine, vous n'avez pas vérifié, vous avez le blâme aussi, c'est pareil. Et là, il va falloir assumer que j'utilise et que je n'ai pas revu, je n'ai pas challengé. L'esprit critique, ça veut dire questionner l'IA,
Ça veut dire vérifier mes sources, ça veut dire me questionner moi-même. Globalement, en fait, on a tendance à voir l'IA effectivement comme quelque chose, un raccourci, une facilité, parce qu'on voit l'IA comme un outil, on va dire, qui génère quelque chose et qui va augmenter ma productivité. Déjà, si on parle d'esprit critique ici, à quoi peut me servir l'IA autrement que ça ? Et l'IA peut aussi me servir à me développer moi, à développer mes compétences, mais aussi à développer mon propre esprit critique. Donc en fait, l'esprit critique, c'est la base. Et après, on arrive à développer effectivement des espaces en fait, d'inclusivité, parce que l'inclusivité, ce n'est pas que pour l'IA, c'est aussi pour la décision, pour la culture d'entreprise, pour la stratégie, pour tout un tas de choses. Et on l'a vu, il y a des études qui ont expliqué à quel point être inclusif permet d'avoir de meilleurs résultats en termes de productivité, si on veut retourner dessus. Mais voilà, la culture du doute, la culture de l'interrogation et de l'esprit critique est toujours, j'ai une réponse, pourquoi ? Et accepter qu'on ne sait pas. C'est important. Pierre, comment est-ce que tu pourrais conseiller les entreprises aujourd'hui qui voudraient insérer l'IA dans leur système informatique ? Quelles questions il faudrait qu'ils se posent pour pouvoir insérer au mieux cette nouvelle technologie dans leur système ? Je dirais qu'il y a un certain nombre de leviers, mais il y a avant tout pour moi la première chose, c'est informer. Déjà dire qu'on le fait, c'est la première chose. C'est la transparence là-dessus. Autant quand on l'utilise, parce que je suis totalement d'accord, on est responsable de ce qui sort, donc je ne suis pas forcément convaincu qu'il y ait une nécessité d'être transparent toujours sur le fait qu'on utilise l'IA dans ce qu'on fait, parce qu'on en assume la responsabilité. En revanche, quand on déploie une IA dans l'entreprise, et notamment lorsque ça a des impacts sur les relations de travail, sur les carrières, je pense que c'est fondamental qu'il y ait cette information. D'ailleurs, juridiquement, c'est très souvent obligatoire, mais même au-delà de l'obligation légale, il faut le faire, ce qui veut dire aussi du dialogue. Le CSE, les IRP, donc toute la représentation du personnel et avec les représentants des salariés, il faut discuter, il faut informer, il faut expliquer pourquoi on le fait. Là aussi, totalement d'accord, dans un usage collectif comme dans un usage individuel. Pourquoi est-ce qu'on met de l'IA ? Quelle est l'utilité ? Quel est le but ? Vers quoi on tend ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire soi-même ? Qu'est-ce que ça apporte et qu'on ne pourrait pas faire ou de redéployer ? Donc, informer, expliquer sur le pourquoi, expliquer sur le comment on le fait et comment on associe. Et puis après, c'est aussi responsabiliser. C'est dire, attention, on met ça, mais c'est pas par facilité, ça doit pas être quelque chose derrière lequel on se cache et ensuite on n'en assume pas les conséquences. C'est quand on l'utilise, on doit rester responsable et c'est responsabiliser à la fois pour l'alimentation et pour l'utilisation. L'alimentation, c'est quelque chose auquel on est très attentif aujourd'hui. C'est-à-dire que on voit que dans pas mal d'entreprises, mais au-delà, même dans les juridictions, on voit que les gens vont utiliser l'IA en se disant ça va me permettre d'aller plus vite, mais ils vont pouvoir balancer alors, je dirais que c'est presque le moins pire parce que ça les concerne, tant pis pour eux, des données qui leur sont personnelles, mais ça peut être les données des clients, ça peut être les données des justiciables, ça peut être les données des entreprises économiques. Et tout ça, ça part, le cas échéant, partout. Et on ne sait pas ensuite comment ça peut ressortir, être utilisé. Donc il y a aussi ce sujet-là de attention, quand on rentre une donnée, est-ce qu'on sait où elle est stockée, comment elle peut être réutilisée. Et ça aussi, c'est un élément d'explication quand on est employeur. J'utilise une IA, cette IA, est-ce qu'elle est sécurisée, que les données, où est-ce qu'elles vont, enfin, il y a énormément de pédagogie à faire en matière d'IA, et avant tout, c'est ça. Au-delà, encore une fois, des obligations, avant tout, c'est ça, et parce que derrière, il y a des questions, c'est des questions de bon sens, et le droit ne fait que mettre ça en avant. Derrière beaucoup de détours très compliqués, malheureusement, mais l'esprit critique, c'est ce qu'on appelle dans le droit des données personnelles la finalité, c'est s'interroger sur la finalité de ce qu'on fait. Pourquoi est-ce que j'utilise cette donnée ? À quelle finalité ? Est-ce que je suis obligé de l'utiliser pour ça ? Principe de minimisation. Est-ce que cette donnée, je suis vraiment obligé ? Si je collecte, par exemple, la date de naissance, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ? Le statut marital, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça pour traiter une problématique d'inscription à un centre de loisirs ?
franchement, quelle est l'utilité d'un certain nombre de données? Donc c'est finalement amené à réfléchir à ce qu'on fait. Ce qui est bête, hein, mais on devrait l'avoir tous, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc c'est simplement réfléchir à ce qu'on fait, pourquoi, quelles en sont les conséquences. Et ça, c'est le process qu'il faut intégrer. Et c'est aussi de la responsabilité de l'employeur, du chef d'entreprise, de rappeler ce genre de choses. Attention à ce qu'on fait, réfléchissons à ce qu'on fait. Mais vraiment, information et explication, pour moi, c'est l'essentiel quand on veut déployer. Merci beaucoup. Donc, on l'a bien compris, face à l'IA, il faut être responsable, avoir un esprit critique et être formé, informé sur son utilisation, que ce soit dans le monde du travail ou bien au quotidien. Et donc, les bonnes pratiques dans l'utilisation de l'IA en entreprise, ça suggère qu'on responsabilise l'humain face à la machine. Les collaborateurs, vous et moi, nous devons pouvoir être attentifs à la donnée qu'on transmet à l'IA, à la donnée qu'elle génère, et pour qu'on puisse assurer un apprentissage éthique de la machine. Donc finalement, pour un monde plus inclusif, on peut peut-être se demander si la cible à travailler, ça reste l'humain. Donc merci beaucoup pour le partage de vos témoignages et de vos expertises sur le sujet de l'IA et l'inclusion, en espérant que notre audience ressorte enrichie et nourrie de nos échanges. Place maintenant aux questions. Donc si l'un d'entre vous a une question, n'hésitez pas. Oui. Bonjour, sachant que les États-Unis de Donald Trump et des MAGA vont mettre un montant astronomique en milliards dans l'IA, on peut s'attendre à une IA très très biaisée. Est-ce qu'on a moyen de riposter et de rendre l'IA plus égalitaire ? Je prends. Merci pour cette question d'actualité des États-Unis qui disposent quand même de pas mal de modèles d'IA, également de diversité et inclusion. Les États-Unis qui font un recul sur la politique diversité et inclusion assez fort et qui imposent dorénavant, en tout cas essayent, aux pays avec qui elles travaillent de respecter les lois fédérales du coup en termes d'inclusion et diversité. Maintenant qu'on a fait le tour, sur la question de l'IA, sur les outils purement américains, on ne pourra pas y faire grand-chose. Il y a l'AI Act qui arrive et qui va demander pas mal de choses à ces outils en termes de traçabilité, d'explicabilité, qui fait partie de l'inclusion d'ailleurs, et de justification d'algorithmes et autres. Et on sera malheureusement borné par ça. La solution que nous, on pourrait avoir en Europe, c'est de construire une IA qu'on va appeler une IA souveraine. Une IA souveraine, malheureusement, on ne peut pas à date en construire en France, parce que qui dit IA souveraine dit que l'IA est construite de bout en bout par le pays concerné. Donc, en termes de puces, en termes de serveurs, en termes de tout un tas de choses qui est techniquement pas possible aujourd'hui en France, mais l'espoir reste sur l'IA souveraine européenne avec plus ou moins d'alliés, comme on l'a vu sur l'AI Summit avec le Canada qui a investi dans le plan français-européen. Et donc voilà, la solution pour nous, elle va être là, éventuellement, une IA qui serait construite sur des valeurs qui sont les nôtres, à savoir l'inclusion, la diversité, mais aussi la coopétition et ce genre d'éléments, et nous permettre d'être plutôt rassurés sur le fonctionnement, l'explicabilité, la transparence. Et pour aller même plus loin, on ira sur une IA open source qui nous permette à tous d'aller voir éventuellement le code, si on a envie de voir, pour voir comment ça fonctionne, pour voir en fait, et pouvoir avoir un droit de regard ou de remontée, de dire ah, attention, je pense qu'il y a, pour ceux qui ont les compétences pour y aller, quelque chose qui ne va pas ici, et donc en fait co-construit avec l'ensemble des parties prenantes, qu'elles soient fournisseurs, distributeurs, utilisateurs. Bonjour, merci beaucoup pour l'intervention. Et c'est très riche et ça permet d'apprendre beaucoup de choses à ce sujet. Remarque avant question. Remarque, j'ai l'impression qu'on n'est pas prêt en tant qu'être humain à utiliser l'IA, que ça amplifie bien plus que ça ne crée d'opportunités de ce que j'entends aujourd'hui. Même si avec l'IA souveraine, j'apprends aujourd'hui beaucoup de choses. Ça pourrait en open source un peu un wiki comme les 100 pages font pour réajuster certaines données. Sur la question, c'est comment, au regard de l'inclusion, on peut créer des prompts inclusifs.
Parce que l'IA est dans le code informatique. Par exemple, quand on utilise un point, ça crée un site. Quand on utilise une majuscule, c'est pris comme donc un féminin ou quelque chose qui ne serait pas la majorité. Sémantiquement, l'IA a aussi les biais. En France, le masculin l'emporte sur le féminin, très malheureusement. C'est depuis le 17e. Donc, comment fait-on pour, de manière pratico-pratique, créer un prompt inclusif ? Le prompt, c'est pour un truc spécifique ou c'est juste en général ? En général. Moi, en fait, je sais que ça va être un peu pas rébellion, mais en mode il faut juste plus de diversité dans ceux qui développent en fait ces outils, parce que en fait, comme on expliquait, c'est eux la source en fait de tout ça. Donc je pense notamment aux exemples, par exemple de ChatGPT ou choses comme ça, où je sais pas, on va leur demander donne-moi l'image d'un patron, enfin d'un CEO, et ça, on va nous donner un homme blanc. Et du coup, si on veut dire, ok, donne-moi un CEO femme, bon, ça veut dire une femme blanche. Ok, non, attends. CEO femme noire, là, la femme noire, elle a les cheveux lisses. Bon, ok. Donc, je pense qu'il y a aussi une question d'éduquer les gens et de formation, dans le sens où l'IA, on va dire, entre guillemets, c'est un peu nouveau. Et beaucoup de personnes ont cette image de l'IA, mais complètement mystique, en mode c'est magique, c'est de la magie noire. Et en fait, quand on sait bien l'utiliser, quand on sait bien expliquer, parce qu'en fait, comme Rebecca l'expliquait, en fait, c'est juste un algorithme, c'est pas, elle réfléchit pas vraiment par elle-même. Et en fait, c'est vraiment, une fois qu'on sait vraiment bien expliquer, on lui dit, je veux ça, 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 donne-moi ça. Non, en général, on peut un peu, on va dire, avoir quelque chose de plus inclusif, mais pour moi, personnellement, après moi, je suis qu'étudiante, mais moi, de mon expérience personnelle, c'est vraiment apprendre à utiliser ces outils correctement. Donc voilà. Merci. Je vais, si tu permets, ajouter. L'idée, c'est de te dire, si tu veux utiliser maintenant un outil et faire un prompt inclusif, c'est pourquoi tu as besoin que le prompt soit inclusif. Est-ce que c'est le prompt qui doit être inclusif ou est-ce que c'est la réponse que va te donner en fait l'outil ? L'outil a été, donc on l'a vu, développé avec ses propres biais, le biais de ses constructeurs, blabla, on n'y revient pas. Première chose, se mettre d'accord avec l'outil sur la définition de l'inclusivité. Tu lui demandes qu'est-ce que c'est pour toi l'inclusivité et tu vérifies que c'est ta définition de l'inclusivité. Et à partir de là, tu lui dis, en prenant en compte ces concepts, écris-moi quelque chose, fais-moi un compte-rendu inclusif, écris-moi une preuve. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, la machine, comme elle prédit la suite logique probabiliste de ce qu'on va dire, elle va prendre en compte ce qu'on dit. Et donc, si notre propre demande, qui est le prompt, n'est pas inclusif, la réponse ne pourra pas être inclusive en soi. Et donc, du coup, bien se poser la question de quel type de résultat je cherche pour orienter en fait la machine sur la façon dont je veux. Et après, t'hésites pas à corriger, c'est pas comme ça, c'est plutôt comme ça, ou ajoute ça. Et en fait, petit à petit, itérer pour avoir le type de résultat que tu cherches. C'est plus une remarque qu'une question. On a expliqué que du coup, l'IA, elle fonctionne par prédiction. Or, en fait, la pertinence des critères de discrimination, c'est avant tout en fait que c'est des critères qui sont prédictifs des chances d'accéder à des ressources. Donc, est-ce que en fait le fait que l'IA se fonde par essence sur de la statistique fait pas que de manière automatique, si on la laisse faire toute seule, elle va forcément reproduire des discriminations, parce que finalement, au moment où on arrive dans l'entreprise, le caractère prédictif des critères, il s'est déjà largement réalisé. Donc, est-ce qu'il ne faut pas penser à comment est-ce qu'on peut finalement essayer d'inclure ces questions-là directement dans l'outil ? Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on fait ? J'ai une question avant de répondre. Dans quel type d'outil ? Est-ce qu'on parle d'un outil comme ChatGPT ou est-ce qu'on parle d'un outil, par exemple, au recrutement ?
Pour le recrutement. D'accord, parce qu'on ne peut rien insérer dans le chat GPT, soyons d'accord, on ne pourra pas modifier l'outil, mais quand on prend un outil de recrutement, s'il est basé sur ce genre d'outil, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire, le core machine. Si on se dit, je prends un outil qui est basé sur ChatGPT, sur Gemini, sur Mistral, peu importe, le core, je ne peux pas le modifier parce que ce n'est pas à ma main, ce n'est pas moi. C'est très vrai dans le sens où, quand la machine prédit ce que je dis, ça va dire, si je lui dis j'ai mal à la 2 points, elle va me dire tête. 80% des gens répondent j'ai mal à la tête quand on leur pose la question. Donc il est très probable que GPT, vous faites il va vous dire j'ai mal à la tête. Mais pour pouvoir modifier des choses sur son comportement, comme on le voyait tout à l'heure, insérer du bruit, insérer d'autres données, il y a plusieurs façons de faire, mais il faut déjà se rendre conscience des propres biais de la structure. Parce que je ne peux pas décider en fait d'insérer des choses dans mon outil de recrutement pour être le plus inclusif possible si je ne suis pas consciente de mes propres biais de recrutement dans ma structure. Donc, chose éventuellement à envisager, c'est de se dire je fais une étude sur mon historique de recrutement pour voir où j'ai eu des biais, pour voir ce que j'ai recruté comme personne et est-ce que effectivement ces recrutements étaient biaisés sur le fond, sur la forme, sur le profil, sur la trajectoire, le biais de genre, d'origine, de ce que vous voulez, mais aussi le biais d'uniformisation finalement. Le problème de l'IA, c'est qu'on imagine une IA qui fasse des recommandations de parcours, elle va me dire les gens qui ont votre profil en général font ça. Super. Et si moi, je n'ai pas envie de faire ça, du coup, on fait comment? Et donc, il y a tout un tas de choses avant de vouloir modifier des paramètres, d'études d'historique, d'études d'ambition, de voir comment ça se traduit, où est-ce que j'ai la main et que je peux l'implémenter, période de test, étude des résultats des tests, est-ce que vraiment ça donne le résultat que je voudrais? Et peut-être même, donc là en fait, on arrive à un point où pour continuer à entraîner les IA et équilibrer ce côté données manquantes, parce que parfois c'est juste qu'on n'a juste pas la donnée. Donc données manquantes, ça va amener à créer une donnée en fait qu'on va appeler artificielle pour pouvoir l'insérer dans le modèle de l'IA, pour pouvoir lui permettre d'apprendre, parce que l'IA, elle n'apprend que ce qu'elle voit. Donc si on n'a pas de données à lui donner, par exemple, si je veux faire un recrutement inclusif sur l'handicap, mais qu'en fait j'ai jamais embauché de personne en fait qui a un handicap, je ne peux pas lui donner de quoi manger finalement et de quoi apprendre. Donc je suis obligée de créer une donnée fictive en disant si une personne avec tel ou tel handicap était venue postuler, je l'aurais traitée comme ça pour qu'elle s'entraîne et qu'elle ait un résultat à me proposer. Donc en fait finalement la question est hyper complexe parce qu'elle demande de se poser des questions sur toute la chaîne de historique, aujourd'hui, demain, comment, pourquoi, avoir bien sûr des personnes, encore une fois, diverses dans la boucle, pour pouvoir en fait tester, implémenter et continuer à avancer. L'amélioration continue. Merci beaucoup. J'ai trop envie de rebondir sur amélioration continue parce que quand Pierre a parlé du fait que l'IA ne créait rien et qu'elle se basait que sur des modèles passés, dans quelle mesure on a envie justement de stagner et de rester que dans le passé en fait? Si elle ne crée rien, alors pour moi, elle est amplificatrice d'inégalités comme vous l'avez dit. Moi ce soir, je repars avec cette idée, vous m'avez permis de me faire une opinion et je repars avec la réponse. C'est beaucoup plus amplificateur d'inégalités. Même Kia, qui est dans le milieu, elle dit qu'elle n'aimerait pas que ce soit une IA qui détermine son avenir parce qu'elle préférait pouvoir expliquer. Et c'est là que l'humain, il est intéressant et que moi, je préfère garder un peu plus d'humain. Et je ne sais pas parce que je suis réfractaire au changement, c'est parce que ce que dit Kia, c'est qu'elle veut pouvoir se défendre. Je préfère encore qu'un recruteur se plante, donc que ce ne soit pas aussi performant, soi-disant, qu'une IA, et que je puisse lui expliquer « Non, mais attendez, je vais vous expliquer » et tout ça, et redéfendre mon cas, parce que ça va permettre et à toi de t'améliorer dans ta manière de te présenter, de te vendre, entre guillemets, et au recruteur de s'améliorer en se disant « Bon, la prochaine fois, je devrais peut-être creuser un peu plus ». Et c'est aussi ce que disait Alexia quand elle parlait du déterminisme de Parcoursup. L'exemple que vous avez pris, il est extra, parce que ça veut dire que c'est limitatif, cette IA, finalement, si c'est elle qui doit déterminer mon avenir, alors que je pourrais expliquer mes aspirations, je pourrais dire que je dois aller là ou là ou là.
Et donc, en fait, à chaque fois, l'humain revient. Même quand Rebecca nous explique qu'il faut diversifier les alimenteurs, enfin ceux qui vont alimenter la data, il faut diversifier les personnages et ne pas avoir qu'une vision masculine. Il faut aussi avoir une vision féminine, même si je ne suis pas sûre que toutes les femmes ont la même vision et tous les hommes ont la même vision. Mais du coup, on pourrait aller beaucoup plus loin et donc mettre encore plus d'humains sur la table. Un Indien, un provincial, un CSP, un CSP+, un agriculteur, etc. En fait, l'humain. Donc je repars avec la réponse amplificatrice d'inégalité quand même. Ou en tout cas, frein à l'amélioration continue, parce que je ne vois pas d'amélioration avec l'IA finalement. On ne s'améliore pas, on stagne. L'IA n'est que le miroir de ce qu'on est. C'est pas magique, ça n'est qu'un outil. C'est une technologie, c'est froid. L'âme, c'est celle nous on y met. Donc pour que l'IA s'améliore, c'est à nous de nous améliorer. Et à partir de là, elle sera améliorée. Après, on peut effectivement, en introduisant des données, en la faisant tourner sur des jeux limités, sans apprentissage. Pour le coup, c'est aussi une manière de faire. Bon, il y a des techniques, mais fondamentalement, l'IA, elle est le reflet de ce qu'on est. Parfois déformant, mais ça n'est que le reflet de ce qu'on est. Donc, si on veut corriger quelque chose, c'est nous qu'il faut corriger de base. Et en plus, elle a cet inconvénient qu'elle fonctionne sur le passé. Alors plus on raccourcit le passé, peut-être mieux c'est, encore en fonction des situations, parce que si on regarde aux États-Unis, il vaut peut-être mieux prendre une période un poil plus longue, pas immense, mais un poil plus long. Mais en plus, elle est le passé. Regarder dans l'IA, c'est regarder dans le rétroviseur d'une certaine façon. Donc il faut, si on veut faire avancer, on ne peut pas se reposer sur l'IA. Ça peut nous aider à faire un certain nombre de choses. Ça peut nous aider aussi parce que, là encore, je trouve que c'est totalement pertinent. Comme c'est un miroir, ça doit nous amener à nous interroger sur ce qu'on a fait, ce pourquoi on le fait, comment on l'a fait. Parce que sinon, oui, ça va reproduire ce qu'on a. Et on va pouvoir, le cas échéant, se rendre compte que on était très uniformes, on faisait même animés de bonne volonté, en fait, nous-mêmes, on reproduisait un certain nombre de choses sans s'en rendre compte. Donc, elle a cet avantage et aussi cet inconvénient d'être un miroir sur nous-mêmes. Donc, à nous de nous regarder à travers ce miroir, de réfléchir à ce qu'on est et de faire évoluer ce qui mérite de l'être. Mais c'est pas l'IA qu'on doit faire évoluer. Encore une fois, c'est nous. Je suis tout à fait d'accord, merci. Et je voudrais juste ajouter une petite distinction. L'IA sait apprendre. L'IA sait apprendre de façon très autonome. L'IA aujourd'hui qu'on a, nous, à notre disposition, n'est pas autonome. Et c'est normal, parce qu'on ne la maîtrise pas de bout en bout. Mais l'IA sait apprendre, et l'IA sait s'améliorer toute seule. Et l'IA, en fait, c'est bien ça, la subtilité de dire à quel point on la maîtrise ou pas, parce qu'elle va développer cette boîte noire qu'on ne va pas du tout maîtriser. Et l'amélioration continue, elle est sur nous, êtres humains, sur cette technologie qui, finalement, elle est ni bonne ni mauvaise. C'est une technologie. Le résultat, c'est ce que nous, on en fait. C'est effectivement le miroir. C'est vraiment, quand vous parlez à une IA, j'ai tendance à dire, quand on fait des sensibilisations, il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a que des mauvaises questions. Parce que l'IA est l'amplificateur de ce qu'on met dedans. C'est un algorithme. Et après, sur l'amélioration continue, là où je ne vais pas être complètement alignée, c'est qu'en fait, je peux aussi utiliser l'IA comme un formidable outil d'inclusion, de diversité, d'amélioration continue. Ça va dépendre, encore une fois, de comment j'utilise la technologie, en fait. Et ça, on revient sur le côté sensibilisation et apprentissage, tout un chacun d'utiliser correctement l'outil pour en faire, non pas le standard de fais-moi un compte-rendu ou une traduction, mais vous devenir un humain augmenté par rapport à ce que l'outil est capable de m'apporter de positif. Je veux juste rebondir dessus, parce que je fais quand même des études dedans, donc je ne veux pas non plus qu'on pense que je déteste ce que je fais. Moi, je trouve quand même que l'IA, dans certains domaines, elle peut beaucoup aider. Moi, je pense notamment parce que moi, par exemple, je me focalise plutôt sur comment l'IA peut être utilisée en médecine. Et comment elle peut être utilisée. Moi, par exemple, juste pour mon sujet de mémoire, par exemple, je me focalise comment elle peut être utilisée pour améliorer la détection de maladies rares. Les maladies rares, déjà, en temps normal, il n'y a pas forcément tout le temps les finances. Aussi, par exemple, je vais penser... parce que moi, par exemple, je viens de la Guadeloupe, et en Guadeloupe, on a
un fort taux, par exemple, de drépanocytose ou aussi du cancer du sein. Et du coup, on n'a pas forcément les meilleures infrastructures. En plus, notre hôpital, il est un peu brûlé, donc c'est d'un genre. Et du coup, c'est aussi de voir comment... après, l'humain est important. L'humain, dans tous les cas, sera toujours au centre de tout. Mais comment, du coup, l'IA peut être utilisée pour certaines inégalités, justement pour voir comment on peut faire pour améliorer certains problèmes de notre société. Moi, c'est sûr que dans mon point de vue, pour le recrutement, pour moi, c'est important qu'il y ait quand même l'humain. Mais dans certains autres cas, je trouve que c'est quand même quelque chose de très intéressant qui mérite d'être approfondi. Voilà, merci. Même dans la médecine, c'est parce qu'on a fait des erreurs en tant qu'humain qu'on a progressé dans la médecine, en fait. Parce que l'IA, j'ai l'impression qu'elle ne permettra plus le droit à l'erreur. Et du coup, on ne pourra plus progresser parce qu'on ne se verra plus se tromper. On préfère aujourd'hui un monde parfait, parce que l'IA va sortir peut-être une réponse un peu meilleure qu'un être humain, parce qu'elle aura fait la somme de tout ce qui existe de connaissances jusqu'à maintenant. Mais le progrès qui est lié au droit à l'erreur, qui est lié à l'erreur, c'est parce que j'ai fait une erreur en tant que médecin. Alors certes, il a clamsé le pauvre, c'est pas grave, on a servi la science. Mais voilà, en fait, c'est parce que je me suis trompée de cet individu que je ne referai plus ça. À quel moment l'IA, elle va me permettre de m'améliorer sur la médecine, par exemple, dans ce cas-là? Je pense qu'on en revient au... Pour moi, le lien que je fais dans ma tête, c'est la question de la responsabilité. C'est qu'on ne peut pas utiliser cet outil comme ça, prendre tout cru les réponses qu'il nous donne, mais plutôt de le voir comme un assistant. Et la décision qui est prise derrière, c'est nous. Et l'IA peut se planter, notamment sur le recrutement. Potentiellement, même si j'ai utilisé le meilleur outil du monde, finalement, ce recrutement ne fonctionne pas. La période d'essai, elle est crachée en plein milieu. C'est une erreur. Et donc, j'apprends forcément de ça. Mais juste, cet outil-là va m'aider à... automatiser certaines étapes qui m'auraient pris du temps, mais la décision finale, il faut qu'elle m'appartienne à moi, en fait. Parce que là, article 1, il a démarré par le matching entre le mentor et l'étudiant qui va en bénéficier. Et jusqu'à quand on sera plus tenté par faire discuter de bénéficier avec une IA? Et ce sera ça, ce coaching. Ah non, oui. On saura s'arrêter. On sera tenté d'aller encore plus loin. Moi, je le vois dans le coaching. Oui. Mais c'est pour ça, il faut voir quel est le postulat de départ et on en revient à où est-ce qu'on met l'IA, où est-ce qu'elle a de la valeur ajoutée. Nous, par exemple, côté article 1, on n'imagine pas faire du 100% mentorat, coaching sur un diagnote parce qu'on sait très bien, qu'il y a besoin justement des mentors et que c'est par la diversité de leur expérience, etc., qu'on fait des rencontres et c'est les rencontres qui changent le destin, Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que pour mieux accompagner, pour mieux matcher, il faut avoir une meilleure connaissance de nos publics et c'est là où l'IA peut nous aider. Donc c'est juste une question de positionnement derrière. Mais oui, le risque existe, et oui, il y a certains qui iront certainement jusqu'au bout de l'exercice de remplacer l'humain sur une chaîne. On l'a vu dans certaines entreprises, mais c'est pas nouveau. À chaque technologie, il y a les utilisations à l'extrême, et le choix en fait va être, on va dire, personnel dans notre vie de jusqu'où je mets de l'IA chez moi, sur mon frigo qui va me faire des courses à ma place, ou dans mon entreprise pour remplacer de l'humain. Ça va être en fait un choix qui va être délocalisé sur la responsabilité de chaque entreprise. Là va venir jouer la position éthique. Est-ce que c'est éthique de mettre en place une IA qui va faire ça à ma place? Et là, malheureusement, l'éthique est une définition personnelle à chacun et qui bouge dans le temps et autres. Mais vous avez raison sur le côté, si demain une IA fait mieux que moi, à savoir détecter le cancer du sein 3 ans avant un être humain parce qu'elle a vu des choses qu'on n'a pas vues, quelle est, moi, ma zone d'apprentissage? Sur le cas pratico-pratique de la médecine, l'IA est extrêmement précieuse parce que je ne suis pas obligée de tuer quelqu'un pour apprendre. Je peux être dans des environnements sécurisés avec de l'IA plus de la réalité virtuelle pour simuler des cas. Et justement, l'IA va jouer des scénarios absolument improbables pour me challenger sur mes compétences, sur ma montée. Et je peux me planter avec de l'IA. Tout le monde est en sécurité, globalement. Et en fait... mais peut-être, mais je serai prêt sur le jour où je teste, en fait. Elle va me challenger parce que l'IA est aussi utilisée, il faut voir, pour de la projection future. C'est ce qu'on appelle le design fiction. L'IA est aussi utilisée pour nous aider à nous projeter sur le futur et non en termes de probabilité, parce que
Quand on sait que ça fonctionne avec des probabilités, on peut jouer avec. On peut jouer avec la chose, essayer juste de lui dire, je sais pas moi, crée-moi une histoire où mon fils, ma fille est le super-héros déguisé en tigre, ce que vous voulez, et ajoutez-lui à la seconde demande, crée-moi une fin improbable. Et rien que ça, en fait, vous jouez avec les stats. Et en fait, aujourd'hui, l'IA est aussi utilisée pour la projection de scénarios futurs. Pourquoi ? Parce que ça nous permet à nous de sortir de nos propres biais, de comment on voit demain avec nos yeux d'aujourd'hui. L'IA n'ayant aucune limite de nos biais. Elle en a d'autres, mais je veux dire, l'IA est aussi utilisée pour de la projection et pour, en fait, de la mise en place de stratégies pour prendre en compte énormément de paramètres que nous, on n'a même pas en tête. Donc voilà, l'IA, elle est utilisée sur tous les pans, en fait. On a à cet égard, on a un champion, faut s'en féliciter quand même, qui est Dassault Systèmes, qui crée les jumeaux numériques. L'idée, c'est comme une maquette, en fait. C'est une maquette, mais qui reproduit. Alors, ça suppose énormément de données pour l'alimenter, pour créer quelque chose qui soit le plus proche de la réalité. Mais un jumeau numérique, ça va jusqu'en santé, à avoir une forme de double d'un organe, d'un corps, d'un avion, de ce qu'on veut. Et ça permet de le soumettre à énormément de tests où on ne va pas avoir besoin de planter une maquette dans un mur ou quoi que ce soit, et où ça va vraiment reproduire très fidèlement la réalité. Et on va pouvoir actionner un certain nombre de curseurs, s'entraîner, tester, faire, et tout ça effectivement sans avoir besoin de tuer toute une série de malades avant d'avoir découvert le moyen de faire fonctionner. Donc, alors c'est pas que de l'IA d'ailleurs, hein, c'est lié à beaucoup de choses. C'est au-delà de l'IA, mais l'IA va permettre d'apporter l'élément de simulation, mais ça suppose aussi beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres techniques, mais c'est extrêmement utile, et aujourd'hui c'est un outil absolument formidable pour s'entraîner, faire des erreurs, mais sans être en situation réelle et avoir les conséquences qui vont avec. Donc là encore, c'est de la techno. Ça doit nous permettre de tester, de faire de plus en plus de tests, à la limite de faire de plus en plus d'erreurs, mais dans des conditions de sécurité qui sont optimales. Donc en ça, c'est extraordinaire. Donc oui, il ne faut pas se reposer à 100% sur l'outil. On en revient aussi à la question de la paresse du début. Hein. C'est aussi, est-ce qu'on est capable à chaque fois d'être créatif, effectivement, donc d'être capable et d'être capable d'essayer de sortir des moules, de sortir des cadres pour arriver à quelque chose de différent. Et c'est en ça quand même que, même si elle apprend, et on le voit sur les créations artistiques. La création artistique, il y en a une qui a été reconnue récemment. Pourquoi ? C'est parce que c'est une personne qui a fait refaire jusqu'à aboutir à quelque chose d'original. C'est pas l'IA qui l'a fait spontanément, mais parce qu'on lui a donné les instructions, à tel point que, alors c'est une tranche de fromage, c'est pas extrêmement séduisant, mais peu importe, on a créé quelque chose de nouveau, mais c'est l'humain qui l'a créé. Mais en utilisant la machine, parce que voilà, il a fait mouliner, en changeant plein de paramètres, et on est arrivé à quelque chose de nouveau. Et c'est en ça que, effectivement, l'assisté augmenté, c'est ça qui sera formidable. C'est quand on arrive à intégrer ça dans notre fonctionnement à nous et à ajouter le meilleur de l'IA au meilleur de l'humain. Best of both worlds. Pas que du temps. Pas que du temps, ça a permis aussi de voir les choses sous des angles différents, ça a permis de tester des choses, ça a permis de faire des erreurs aussi. C'est pas forcément de gagner du temps. Un prompt, quand on commence, quand on veut vraiment faire des choses, on perd un temps de dingue, en fait. Mais une fois qu'on a déterminé ce prompt bien charpenté, là, effectivement, on en gagne. Mais au départ, on peut perdre du temps. Souvent, le travail préparatoire, c'est long. Donc l'IA, il faut aussi sortir de cette idée que on va forcément gagner du temps. On peut gagner autre chose que du temps parfois. Ça dépend des usages. Ok, très bien. On va prendre une dernière question avant de passer aux ateliers, et après, nos intervenants restent disponibles pour échanger de manière individuelle avec vous. Merci. En fait, moi, je m'irais effectivement en parlant de jusqu'à quel niveau on peut utiliser l'IA. Il y a notamment la question d'éthique
qu'il faut voir avec l'IA. On sait que c'est quand même une technologie très énergivore. Et quand on regarde ce que ça consomme en termes d'énergie, on se pose beaucoup de questions justement par rapport à la planète et la contribution justement à tout ce qui est pollution. Il y a cet aspect-là. Comment justement, en essayant d'utiliser l'IA comme... Parce que moi, je le prends plus comme... effectivement une aide plus qu'un remplacement de l'humain, parce que je ne pense pas que l'IA remplace l'humain, mais plus comme un outil d'aide, jusqu'où on peut y aller. Et pour revenir sur la question de l'IA créatrice d'opportunités ou amplificatrice d'inégalités, et par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, moi je le vois plus comme une créatrice d'opportunités dans le sens où, si je reprends le cas pratique de recrutement, aujourd'hui on sait en France qu'il y a un certain pourcentage quand même là où les CV avec des noms à connaissance étrangère qui sont mis de côté de base avant même qu'on ne puisse avoir la personne. Je trouve que l'IA peut, effectivement, encore une fois, avec la volonté de l'entreprise et comment on entraîne, moi je verrais plutôt l'IA comme quelque chose qui pourrait venir aider en fait à justement favoriser l'inclusion ou la diversité en entraînant peut-être un outil qu'on développerait, peut-être pas du chat GPT ou autre outil d'IA existant, mais en tout cas de créer peut-être une IA en entreprise qu'on entraînerait et auquel on mettrait peut-être des mots-clés de ceux qu'on recherche plutôt que de regarder tout ce qui est, je sais pas moi, date de naissance, origine et autres qui peuvent paraître sur un CV. Et c'est là du coup que pour moi, par rapport à ce que tu as dit, pour moi l'IA, je trouve que justement ça peut être bien de faire partie du cursus de recrutement, du parcours de recrutement. Mais bien sûr, pour revenir sur ce que Pierre disait, il y a toujours un humain à la fin qui, grâce à cette première, on va dire, étape franchie grâce à l'IA, peut justement donner l'opportunité à une personne de venir se défendre face à ces compétences qu'elle peut avoir. Si je peux juste réagir à la deuxième partie, sur notamment la partie recrutement, ça m'a fait penser à quelque chose, mais là où pour le coup l'IA est assez intéressante, c'est quand on a en effet un point de vue qui peut être subjectif et biaisé, et je le vois notamment sur la partie identification des soft skills. Pour le coup, on sait qu'aujourd'hui les soft skills, gros sujet recrutement, et les jeunes ils sont pas forcément à même niveau d'égalité quand il faut les démontrer, quand il faut les valoriser. Et les recruteurs peuvent être assez subjectifs eux-mêmes sur est-ce que ce jeune-là il a démontré des capacités d'esprit critique, etc., etc. Et c'est là où je trouve que l'intelligence artificielle peut être assez intéressante parce que ça peut poser un cadre commun. Donc en ça peut être plutôt un levier d'inclusion parce que ça peut venir contrecarrer nos propres biais, nos propres perceptions de certains critères de recrutement. Très bien, merci beaucoup pour ces interventions. Je vais vous laisser conclure, je te laisse finir la table. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Oui, l'IA, ça soulève énormément de questions et puis de débats, mais on l'a compris, en fait, l'IA en fait, imite l'humain, donc autant lui montrer l'exemple. Moi, personnellement, j'aime bien... j'ai travaillé ma posture face à l'IA et j'aime bien la personnifier en tant que super stagiaire, capable de faire des tâches complexes et qui m'aide beaucoup. Mais par contre, c'est un super stagiaire naïf. Et qui dit naïve dit que moi, en tant qu'humain, je dois rester responsable et alerte face à ce qu'il me dit et ce qu'il fait. Et voir un peu l'IA comme étant un enfant naïf, je pense que c'est la meilleure posture pour pouvoir cultiver son esprit critique face à ce qu'elle génère. Mais on a beaucoup à apprendre des enfants. Je pense qu'on peut tous le constater. C'est un peu les miroirs de nous-mêmes. Ils nous imitent et donc voilà. Donc l'IA est là, elle est présente, elle a ses atouts, elle a ses limites. Il va falloir faire avec, et en tirer le meilleur. Merci beaucoup pour tous ces échanges. J'espère que vous avez été nourris des expertises de nos intervenants. Et je pense qu'on peut passer aux ateliers. Merci.